Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Comme je vous l'ai annoncé dans un post sur YouTube, ça fait maintenant 4 ans que la chaîne YouTube Nayarki existe, donc je vous ai proposé de faire une FAQ. Donc j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions, je vais y répondre maintenant et j'espère que ça vous aidera le plus possible. Si jamais votre question n'a pas été sélectionnée, c'est peut-être parce qu'elle était trop spécifique. Sinon, si vous n'avez pas pu poser de questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je verrai pour y répondre. Donc on commence avec un premier commentaire. Donc c'est très compliqué quand on est jeune diplômé, très peu d'annonces pour les juniors, et quand c'est une annonce dite junior, il demande 2 à 3 ans d'expérience. Franchement, c'est infernal, même en ayant fait plusieurs stages pendant les études pour nous faciliter la recherche d'emploi. Comment avoir de l'expérience si tout le monde veut recruter des gens qui ont des années d'expérience hors stage? Alors là, la question c'est surtout par rapport aux personnes qui sortent des études et qui cherchent leur premier emploi hors stage. Donc déjà, première chose, c'est vrai que c'est pas forcément pertinent de répondre à des offres d'emploi qui demandent 3 ans voire plus d'expérience. Vous pouvez toujours essayer de répondre aux offres d'emploi qui demandent 2 ans d'expérience, ça reste encore jouable. Sinon, la première chose que je vous dirais peut-être, si vous êtes dans un état comme ça de découragement, qui est forcément assez logique, peut-être essayer de faire une pause pour faire le point, vous ressourcer un peu et ensuite venir vous poser plusieurs questions par rapport à l'état actuel de votre situation. Déjà, première chose, est-ce que vous pensez que tous les éléments de votre candidature sont au top niveau, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire pour les améliorer, que ce soit le CV, la lettre de motivation, enfin le pitch, moi ce que j'appelle le pitch, et le portfolio. Je vous invite à aller voir les 3 vidéos que j'ai faites à ce sujet pour faire le point. Donc si votre candidature est au point, pas de problème. Maintenant, est-ce que vous pensez avoir essayé tout ce qui est possible en termes de candidature? Parce qu'il y a certes les offres d'emploi, mais parmi les offres d'emploi, il y a plein de sites différents qui proposent des offres d'emploi. Vous avez le site de l'Ordre des architectes, vous avez des sites plus généralistes comme LinkedIn, vous pouvez aller tester du côté des agences de recrutement comme Archibat. Et est-ce que vous avez essayé les candidatures spontanées? Si vous avez essayé déjà toutes ces choses-là, très bien. Il y a une dernière chose, et c'est vrai que c'est souvent la porte d'entrée pour le premier emploi quand on sort des études, c'est le réseau. Donc le réseau, ça veut dire déjà aller voir auprès de vos amis architectes, vos connaissances, comment ils se sont sortis eux pour trouver leur premier emploi, ou s'ils connaissent des gens qui ont trouvé leur premier emploi, il faut aller voir, interroger ces personnes et essayer de voir ce qu'elles ont fait par rapport à vous. Qu'est-ce qui a changé? Il y a forcément un facteur à un moment donné qui fait que on passe d'une recherche d'emploi infructueuse à son premier emploi. Et souvent, ça se passe par une recommandation. Une personne qui vous dit, voilà, je travaille dans cette agence, ils sont en train de rechercher, je vais parler de toi. Donc le réseau, c'est un peu le joker quand on sort tout juste des études. Ensuite, deuxième question, ça fait plus de 6 mois que je recherche dans la région Est et je ne trouve pas d'emploi. J'ai passé seulement 2 entretiens. Je me demande si je dois postuler sur Paris. Alors, ça encore, c'est une réflexion intéressante quand vous êtes jeune architecte. L'avantage quand on est jeune, c'est vrai qu'on n'a pas encore de vie établie dans une région donnée. Du coup, on peut se permettre, disons pour un certain nombre d'années, d'aller dans les régions qui recrutent plus. Je vous remettrai la carte des régions dans lesquelles on trouve le plus d'agences d'architecture. Mais donc voilà, l'idée c'est, si vous êtes ouvert au fait de déménager, oui, pourquoi pas aller voir peut-être en région parisienne, il y aura peut-être plus de chances que vous trouviez. Mais si vraiment vous voulez rester dans votre région ou vous y êtes contraint pour différentes raisons, et que vous voyez que vraiment la recherche d'emploi ne fonctionne pas, que ce soit sur 6 mois, 1 an, je vous renvoie à ce que j'ai répondu pour la précédente question. Si vraiment vous pensez avoir fait tous les efforts possibles et nécessaires, dans ce cas, vous pouvez peut-être essayer de trouver un emploi dans le secteur du bâtiment, mais pas forcément dans une agence d'architecture classique. Ça peut être auprès des constructeurs, ça peut être auprès d'un CAUE dans une mairie, ça peut être auprès des promoteurs immobiliers, vous pouvez être chargé d'affaires. C'est une expérience, certes, c'est pas une expérience en tant qu'architecte vraiment classique, mais ça reste une expérience intéressante dans laquelle vous allez apprendre des choses
sur votre CV, ça va payer. Et ça payera certainement davantage qu'un CV où vous dites que vous n'avez pas eu d'emploi pendant plus d'1 an. Ensuite, je suis intéressée pour faire un master spécialisé Post-Graduation Studies et j'ai vu pas mal de domaines intéressants, gestion de projet, patrimoine. Est-ce que ces diplômes aident en embauche dans le travail en France? Ou est-il préférable de se jeter directement à la recherche d'emploi en faisant une équivalence? À titre d'information, je vais être diplômée au Maroc cette année. Merci d'avance et j'apprécie beaucoup le contenu que vous faites dans votre chaîne. Merci. Alors, du coup, là, on est sur une personne qui a eu son diplôme à l'étranger, donc au Maroc. Donc ce qui est sûr, c'est vrai, c'est que de ce que j'ai pu voir auprès de mes collègues étrangers, l'équivalence, ça reste un peu un passage obligé si vous voulez trouver un emploi dans une agence d'architecture, en tout cas être reconnu en tant qu'architecte, parce que vous pouvez avoir un emploi, mais vous resterez dessinateur. Sinon, au sujet des masters spécialisés, je dirais que c'est vraiment un choix très personnel et je ne pense pas que ça peut vous garantir un emploi plus rapidement. À moins vraiment de choisir un master dans un domaine qui est très recherché, mais là en l'occurrence par exemple le patrimoine, je suis pas, ça reste un domaine très spécifique, je ne sais pas si c'est vraiment un domaine qui recrute énormément. Je ne suis pas certaine que faire un master spécialisé dans le but de trouver un emploi plus rapidement, ce soit une bonne idée. Par contre, si vraiment c'est un domaine qui vous intéresse et que vous voulez vous spécialiser par la suite, bien sûr, ça reste intéressant. Aussi, l'autre problème, c'est que, de ce que j'ai pu voir, plus on fait des études longues, plus on retarde l'accès au premier emploi, plus ça peut devenir difficile parce qu'on peut avoir des attentes un peu élevées. Et du coup, on vient se confronter à la réalité du marché qui n'est pas forcément au top en ce moment en architecture. Du coup, au niveau du moral, au niveau psychologique, ça peut être plus difficile. Alors que si on va chercher son premier emploi un peu plus rapidement, on va dire, on se frotte à la réalité plus rapidement et on risque moins d'être déçu. Dans la suite de cette question, quel serait l'état actuel du métier d'architecte en France? Est-il en ce moment un métier en difficulté en France par rapport au projet, prix, salaire, employé? Si un architecte de l'UE décide de déménager en France, quels seront les conseils que vous lui donnerez? Merci par avance pour vos réponses et pour la chaîne. Merci encore. Alors, encore une fois, on est sur la problématique d'un architecte qui est étranger qui veut venir travailler en France. Donc, quel est l'état actuel du métier d'architecte en France? C'est une question assez globale. Je dirais que en termes de recrutement, c'est compliqué, mais ça fait longtemps que c'est compliqué, d'après moi. Même à mon époque, quand j'ai commencé à postuler en 2015, c'était compliqué. Ça fait des années qu'on parle de ça, des problèmes de recrutement, du fait que les jeunes architectes ne soient pas forcément très bien traités en agence en termes de salaire, en termes de qualité de vie au travail. Donc là, il n'y a pas d'illusion à se faire. Mais par contre, en termes d'accès à l'emploi, ça peut être un peu compliqué. Si vous n'avez pas forcément beaucoup d'années d'expérience. Ensuite, en termes de salaire, en général, en premier salaire, on a plutôt des salaires assez bas, on va dire, par rapport à d'autres professions comme les ingénieurs. Mais il peut y avoir pas mal de disparités d'un architecte à l'autre. En fait, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Ça va dépendre de votre état d'esprit, ça va dépendre de la qualité de votre candidature. Quand je dis état d'esprit, c'est-à-dire que si vous êtes dans l'optique de trouver le premier emploi qui vient et que vous n'avez aucune idée de quel salaire demander et que vous vous en fichez, c'est sûr que vous risquez d'obtenir un salaire un peu moins bon que d'autres personnes. Donc en fait, le premier salaire, ça peut varier de 1500 € net. Enfin, quand je dis premier salaire, hein, c'est quand on sort des études. Hein. Ça peut varier de 1500 € net jusqu'à 2000 € net, selon l'agence où vous allez être recruté, et encore une fois, selon la façon dont vous êtes vendu. Donc, pour l'histoire de l'état actuel des salaires, de manière générale par rapport à d'autres professions, dans le bâtiment, on peut dire que les architectes ne sont pas forcément très bien rémunérés.
mais d'une personne à l'autre, il va y avoir des disparités. Ensuite, si un architecte décide de déménager en France, quels sont les conseils que vous lui donnez? Là, je mettrai en description la vidéo que j'ai faite pour aider les architectes étrangers. Il y a pas mal de conseils qui pourront répondre à ces questions. Dernière question, comment faire évoluer la vision élitiste de l'architecte, donc chère au grand public? Alors, c'est une question très intéressante. Je pense que j'en parlerai peut-être davantage dans une prochaine vidéo, une future vidéo. Déjà, on pose un peu les bases. C'est vrai qu'il y a une rupture depuis assez longtemps entre les architectes et le grand public. Le grand public a tendance à considérer que faire appel à un architecte n'est pas de leur ressort, justement pour ces questions de coût. Mais en réalité, quand on pousse un peu davantage le problème, on se rend compte que le grand public considère l'architecture, les services d'architecture comme chers parce qu'ils ne les comprennent pas vraiment. Je suis sûre que vous vous êtes déjà rendu à une soirée avec des gens qui ne sont pas architectes, qui vous ont posé la fameuse question, vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur? Ça, c'est une question typique qui montre que en France, en tout cas, le grand public n'a pas vraiment compris ce que ça veut dire être architecte. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a du mal à saisir la valeur de ce que la personne peut proposer. Et tout l'enjeu, justement, c'est la compréhension et la communication. Parce qu'en réalité, les services d'architecture, le problème, c'est pas tellement le coût. Si vous vous dites, ah, bah, puisque les gens ne veulent pas faire appel aux architectes, moi, je vais réduire mes coûts. C'est ce que pas mal d'architectes se disent d'ailleurs. Parce que vous avez dû le constater, ces dernières années, il y a eu une forte réduction des coûts par rapport au permis de construire, par rapport aux faisabilités qui parfois sont faites gratuitement. Mais là, on ne résout pas du tout le problème. On noie un peu le poisson. Le problème profond, comme je viens de vous le dire, c'est un manque de communication et un manque de compréhension qui fait que la personne qui a des travaux à faire chez elle se dit non, je ne vais pas prendre un architecte, j'ai pas forcément, je ne sais pas ce que ça veut dire, architecte d'intérieur, architecte d'extérieur, tant qu'à faire, moi je vais prendre un architecte d'intérieur. Ou je vais aller voir le petit entrepreneur du coin ou le petit constructeur du coin parce que je me sens plus compris, je me sens plus à l'aise avec cette personne plutôt que d'aller voir un architecte qui risque d'être un peu prétentieux, me prendre un peu de haut. Vous voyez, c'est ça le problème. S'il faut vraiment casser l'image de l'architecte un peu intellectuel, prétentieux, qui s'adresse uniquement aux élites. Alors, vous allez me dire, non, moi je suis architecte, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, je suis pas du tout prétentieux. Oui, mais peu importe en fait. Si vous, à votre échelle, vous voulez faire bouger les choses, déjà, il faut commencer à vous entraîner à communiquer correctement avec les personnes qui vous entourent, qui ne sont pas architectes. Et c'est vrai que quand on vous pose la question, êtes-vous architecte d'intérieur ou d'extérieur, on peut facilement s'énerver et devenir un peu hautain. Et donc c'est tout l'enjeu, encore une fois, c'est d'essayer d'expliquer la réalité du métier avec des mots simples, parce qu'on a oublié un peu ce que ça veut dire les mots simples. À force de rester entre architectes, on utilise des mots comme échelle, frugalité, maison passive, j'en passe. Il faut bien comprendre que ces mots sont complètement incompréhensibles pour le grand public. Ils ont une vision de l'architecture qui est complètement différente parce qu'ils n'ont pas fait ces études. Donc déjà, en résumé, pour casser cette image élitiste de l'architecte, il faut travailler énormément sur la communication pour faire comprendre aux gens ce que c'est l'architecture et à quoi ça sert et pourquoi ça vaut la peine de faire appel à un architecte. Donc voilà pour les réponses à ces questions, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je verrai pour y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!